Et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire que j'ai l'honneur de présenter avec deux autres personnes du cabinet. Donc moi, je suis Antoine Jude, je suis l'associé gérant de Elite Partners. Je la présenterai dans très peu de temps. Je suis accompagné de Franck Bonhomme, qui est directeur de la partie audit et conseil, et Christophe, qui est aussi directeur sur la partie conseil, notamment sur la partie plus industrielle de Elite Partners. Écoutez, bienvenue. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. Bonjour. Tu vois, il y a des gens qui commencent à mettre bonjour. Donc, vous avez un chat en bas à droite. Alors, ça, un bonjour en bas à droite, ça c'est chez moi, chez nous. Maintenant, peut-être que le chat est un petit peu ailleurs pour vous. Donc, voilà, vous pouvez du coup commencer à partager, à dire aussi ce qui fait que vous êtes venu à ce webinaire. On y reviendra. On a intitulé ce webinaire « Valoriser la performance des équipes ». Et alors, pour rien vous cacher, en fait, quand on a préparé le webinaire, j'avais mis la photo du match France All Black, mais celui de 1999 où, au départ, on était vraiment très mal parti. C'était un exploit, finalement, d'avoir gagné contre les All Blacks, ce qui illustrait bien, finalement, la valorisation de la performance des équipes. C'était un défi dans le sens où, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça transforme le mindset des gens, d'une entreprise, et qui fait qu'à la fin, on arrive au résultat. Quand on regarde le match de vendredi dernier entre la France et All Black, clairement, on va parler d'un autre type de valorisation, puisqu'en fait, la valorisation, l'équipe de France était quand même bien meilleure, à la fois en termes de compétences et de technicité, et donc elle s'est imposée, je veux dire même sereinement, c'était les mots en fait des commentateurs, c'est qu'on voyait la sérénité qui était là, qui faisait que ça avançait et concrètement que le match était gagné par l'équipe de France. Je ne vais pas dire facilement, mais en tout cas en performance collective, clairement, chacun avait sa place et puis c'était un peu comme un rouleau compresseur qui avançait. Voilà. Donc, pour me présenter, maintenant que je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui soit dans la salle. Donc, Elite Partners, c'est une société de conseil qui soutient la transformation des organisations. Le principal axe de différenciation, c'est la sérénité en créant un avenir. Et on s'appelle Elite Partner parce qu'on a mis, c'est un espèce de jeu de mots, on veut dire leadership instead, c'est-à-dire mettre du leadership à la place de la contrainte, de l'obligation, même de la motivation, parce que le leadership est venu chez nous comme un domaine conversationnel, donc une conversation dans laquelle on aide les leaders, les dirigeants à créer un avenir dans lequel les gens se reconnaissent et ont envie de passer à l'action. Et qui fait que collectivement, les projets, au lieu d'être dans un passé, dans un avenir par défaut, on est capable de le recréer pour le remettre en position de réussite. Et ça participe et ça contribue à la valorisation. On y reviendra un peu plus tard. L'objet de ce webinaire, c'est parce que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Valoriser, c'est un mot un peu spécifique. On dit souvent de donner de la valeur aux gens, aux personnes dans l'expérience. Et donc, il y a pas mal de choses qui tournent autour de ce mot et de la notion de valoriser. Et dans le terme dans lequel on va prendre, c'est qu'effectivement, on a une équipe, on a une dimension et il s'agit de faire en sorte qu'avec les équipes que l'on a, les compétences, les techniques, l'organisation actuelle, on valorise, on maximise finalement la valeur apportée à la fois en interne et en externe de l'entreprise. Et ce mot finalement qui se transmet et commence à grandir dans le domaine du management et du leadership, c'était intéressant pour nous aussi de l'associer avec la performance et avec le défi. Donc voilà, donc c'est un point finalement pour pouvoir éclairer à la fois ce qui se passe et éclairer vos réflexions que vous pouvez avoir sur ce sujet. Alors, on a pris un angle, on a pris plusieurs angles, notamment l'angle des croyances limitantes, dans le sens où la première chose, et on verra après, c'est que il s'agit déjà de montrer et de regarder qu'il y a des choses qui sont possibles alors qu'on ne les croit pas possibles. Moi, j'ai comme souvenir et comme image, c'est celle de l'impuissance apprise, qui est un concept où, pour essayer d'illustrer, pour tenir un éléphant
en laisse, en fait, ce qu'on fait, enfin, je vais donner une image, c'est que quand on regarde les cirques, on voit souvent des éléphants qui sont attachés à un tout petit piquet avec une toute petite corde et autour d'un animal qui est énorme qui pourrait facilement arracher le piquet et partir avec. Mais en fait, on l'a éduqué pour le rendre impuissant. C'est-à-dire que dès qu'il était tout petit, on l'a attaché à ce piquet et en fait, il n'avait pas la force de partir. Et donc, du coup, il a commencé à tourner autour et puis il s'est résigné dans le fait que comme il avait cette corde au cou et qu'il y avait le piquet, eh ben, il ne pouvait pas en sortir. Et il a grandi. Il est passé d'une petite taille de 1 mètre à une taille de, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas, c'est gros un éléphant. Et il a du coup appris cette impuissance, c'est-à-dire que maintenant, il ne fait même plus ce qu'il faudrait faire pour pouvoir se libérer. Et donc, dans la valorisation, finalement, et valoriser la performance, on va s'y prendre un angle qui est sur les croyances et sur la façon dont on peut aussi faire en sorte de se délier des choses que l'on a appris précédemment par un mindset et d'énergie. Alors, avant de démarrer, ce qu'on voudrait, c'est rendre cette conférence la plus interactive possible, que ce soit un échange, une conversation. Et donc, ça nous intéresse aussi de pouvoir avoir des éléments vous concernant, notamment, premier sujet, c'est dans quelle industrie vous êtes. Alors, quand on a préparé cette conférence, on a eu des gens qui se sont inscrits, on en a appelé quelques-uns. Il y a des gens qui étaient dans l'industrie aéronautique, d'autres dans la distribution bureautique, d'autres dans le consulting, d'autres dans des centres de profit. Et voilà, donc il y a des personnes qui viennent de tous univers et c'est pour partager ensemble des sujets. Donc voilà, est-ce que vous pouvez prendre un moment et nous marquer dans le chat voilà, d'où est-ce que vous venez, c'est quoi votre obstacle numéro 1 en termes de valorisation de la performance, c'est-à-dire quels sont les sujets que vous rencontrez ou les difficultés. J'avais noté quelques-unes quand on a reçu les inscriptions. Il y avait s'adapter aux nouvelles réalités, notamment dans la conduite du changement. Comment est-ce qu'on valorise la performance, sachant que dans la conduite du changement, en général, on est dans un moment de perturbation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour conserver cette performance et la valoriser en même temps qu'on soit en train de changer? Il y a des sujets que j'avais entendus sur partager les bonnes pratiques. Faire en sorte que dans une équipe, on puisse valoriser à la fois les bons, les mauvais éléments et faire en sorte que les pratiques se partagent. D'autres personnes, c'était une complexité qui faisait qu'il y avait une difficulté pour valoriser. On n'y voit pas clair, c'est complexe, donc du coup, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Voilà, donc on a 2 personnes. Alors, on a Enzo qui nous dit bah, c'est un levier dans la conduite du changement, effectivement. Et donc, ce que j'entends, hein, c'est l'obstacle numéro 1, c'est d'obtenir des gains, si je comprends bien. Voilà, ok. Alors, on a Bernard, conseil en patrimoine et fiscal, les transmissions d'entreprise, donc faire avancer les choses plus vite. Ok, ouais, donc j'entends, il y a des sujets de valorisation. Quand on parle de valorisation, c'est de valoriser aussi la mise en action en fait des clients, par exemple, ou des fournisseurs. Ça peut être un sujet qui est que les gens s'arrêtent au moment où on voit des choses possibles et ne passent pas forcément en action. Alors, n'hésitez pas à détailler hein, le sujet. On vous laisse encore quelques instants pour pouvoir dire voilà, vos éléments. Okay. Bon, n'hésitez pas à continuer, hein, le chat est en bas. Voilà. Et donc être proactif. Tout à fait, Bernard. Alors, on est dans un cycle de conférences. Hein, on fait une conférence par mois, un webinaire par mois. Aujourd'hui, on parle de valoriser la performance des équipes. Et l'idée, c'est de présenter une réflexion. Le mois prochain, et ce sera le 10 octobre, pour ceux qui veulent et que ça intéresse déjà, ce sera une conférence faite par la directrice de la domaine d'activité leadership et transformation d'Eli Partner, Lydia Mazuko,
et avec une thématique qui sera d'éclairer le cran d'après, de créer des leaders de demain. Il y a des entreprises qui s'interrogent. En fait, on est dans une période au mois d'octobre, novembre, où on construit les plans de l'an prochain. On a une vision un peu lointaine. Et donc, du coup, on commence à construire des plans et d'éclairer le cran d'après, et notamment avec les leaders. C'est un sujet que Lydia ira déflorer et sur lequel elle ira apporter sa contribution. Pour ceux qui veulent, voilà, il y aura une suite à ce webinaire. Ceux qui veulent qu'on aille plus dans le détail, qu'on aille chercher et les aider à éclairer certains points, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement déjà. Là, hein, en haut, il y a un bandeau vert où il y a marqué prendre rendez-vous. Ça vous met sur une page dans laquelle il y a un agenda et derrière, vous aurez un rendez-vous avec sans doute un de nous trois, Christophe, moi ou Franck, sur votre sujet, votre problématique et pouvoir échanger avec nous de manière plus concrète que lors de ce webinaire. On a quelqu'un qui s'est trompé. Je me suis inscrit à une conférence sur la levée de fonds. Je ne comprends pas pourquoi le lien reçu me renvoie vers votre conférence. Eh bien, écoutez ça, je ne sais pas non plus. Je suis bien désolé pour vous. OK. Et on a Nyanda qui nous dit bonjour, c'est tirer le maximum de profit pour l'entreprise. Ouais. On peut même l'éclairer plus loin, un profit pour l'entreprise, pour les salariés, pour les fournisseurs, les stakeholders. Une performance qui est bien valorisée, ça valorise l'ensemble en fait de l'écosystème. Alors, pour introduire la conférence, on a été chercher des études et il y a celle finalement de Gallup qui a été reprise par une boîte qui s'appelle TeamStarter qui montre que il y a 85% des employés qui ne sont pas engagés au travail, c'est-à-dire qui ont un degré d'engagement qui n'est pas celui espéré à la fois par les entreprises et qui a déjà 25%, et notamment en France, des Français qui avouent pratiquer le présentéisme. 13% des absences des salariés sont liées à un burn-out et 68% des employés souhaitent quitter leur travail quand ils ne sont pas soutenus. Voilà. Et le coût de ce désengagement, c'est 14 310 € par an et par salarié. Alors on parle de désengagement, pourquoi? Parce que quand on valorise mal finalement le travail d'une équipe, on va être confronté à ce genre de sujet, de bore-out ou de burn-out, et qu'on a en plus en ce moment un contexte général qui favorise le désengagement. Il y a le post-Covid avec le télétravail, certains y voient de la facilité, une meilleure productivité, et puis on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent rapatrier quand même les salariés dans l'entreprise, parce que il y a aussi un sujet de faire partager les bonnes pratiques justement et de valoriser le travail d'équipe. Et donc comment on le fait à distance, c'est plus compliqué ou ça demande d'autres choses. Sachant que d'autre côté, on a des salariés qui veulent plus de confort, plus de qualité de vie. Il y a les différences de générations. On a 3 générations au travail en ce moment, X, Y, Z. Ça crée des tensions, ça crée des sujets en termes de communication qui fait que ça valorise pas forcément les conversations en action. Les outils informatiques qui sont perçus pour certains par du flicage, le manque de sens, d'enthousiasme. On a aussi dans cette étude le fait que la majorité des gens, quand ils partent d'une entreprise, c'est parce que il y a des sujets de rémunération, mais derrière, quand c'est creusé, c'est aussi une question de sens, une question d'enthousiasme. Et puis, quand on a préparé ce rendez-vous, on a parlé du tabou de la réussite. Alors peut-être que Franck, tu veux réagir là-dessus. Oui, alors j'en parlerai un petit peu sur la bonne pratique. C'est qu'effectivement, on a presque plus honte de réussir et d'en parler que d'avoir des échecs et finalement, entre guillemets, d'être un peu consolé. Et c'est vrai que c'est une situation qui, de toute façon, n'est pas gratifiante sur le long terme. Et donc, nous, l'angle qu'on comprend, c'est qu'effectivement, il vaut mieux accompagner quelqu'un sur la réussite parce qu'il va en être fier et ça pérennise son mode de fonctionnement, qu'avoir quelqu'un qu'on laisse en limitation et qui sera donc partiellement en échec et qui, de toute façon, aura de remerciements sur le côté compassion, mais ce n'est pas un sentiment fort et ce n'est pas un sentiment qui lui permettra d'exister, je dirais, pleinement dans sa vie professionnelle. Voilà, donc nous, on a vraiment un axe où on dit non, la réussite n'est pas un gros mot en France. Oui, on peut réussir et oui, c'est une bonne chose. Alors, pour introduire aussi ce sujet, parce qu'on dit valorisation de la performance, donc on a parlé beaucoup du mot valorisation, mais je me suis penché aussi sur le mot performance. Qu'est-ce que c'est la performance en fait?
Et donc, en se posant, on a essayé de matérialiser la performance sous deux axes. J'espère que vous y voyez. Et donc, la définition qu'on en a prise, c'est la performance, c'est finalement toute action ou comportement qui bénéficie à l'entreprise. Et on peut distinguer deux types de performance. Le premier, qu'on a appelé performance directe contributive, donc globalement plutôt mesurable. Donc, effectivement, que ce soit au niveau de l'entreprise, chiffre d'affaires, marge, ou même au niveau d'une fonction commerciale, puisqu'on a des objectifs sur ces aspects-là. Pour d'autres fonctions, ça peut être le respect des délais, la rigueur dans l'exécution des tâches. Dans les usines, ça peut être le taux de non-qualité ou de non-conformité. Donc, de manière générale, par rapport aux fonctions des uns et des autres, on peut dire que c'est souvent des indicateurs qui sont évalués dans l'entretien annuel et qui d'ailleurs jouent sur la rémunération future, les plans de carrière, ainsi de suite. Puis un deuxième aspect qui est un peu plus complexe, qu'on a appelé performance indirecte contributive, qui est plus difficilement mesurable. C'est-à-dire finalement plutôt tout ce qui va être lié au comportement des gens dans l'entreprise. Donc ça peut être effectivement au niveau respect des uns, le côté d'être souriant, le côté d'être agréable, sympathique, le fait de vouloir travailler dans une bonne ambiance, le fait justement par respect d'être ponctuel quand il y a des réunions, des visios, voilà, de ne pas être en retard. Le fait d'être proactif dans les tâches, c'est-à-dire des gens qui vont se proposer naturellement quand il y a quelque chose à faire, qui vont se proposer naturellement pour aider un de leurs collègues sur un sujet. Il y a Enzo qui dit sur le chat que c'est du savoir-être. Oui. Alors, c'est du savoir-être. Alors, oui et non, parce que la proactivité ou le côté apporteur d'idées, c'est plutôt un mindset. Voilà, donc, il y a un peu des deux, je suis d'accord. Et donc, ce qu'on a appelé l'esprit d'innovation, c'est effectivement des gens qui, naturellement, quand ils perçoivent qu'une amélioration est possible sur quelque chose dont ils ont la main, ils vont souvent préconiser de faire cette amélioration, et c'est un peu leur état d'esprit. J'ai mis etc. parce que effectivement, on peut trouver plein de choses. Donc ça, c'est les deux, pour nous, leviers de la performance, sauf que dans le deuxième slide, qui est presque le même, c'est qu'est-ce qu'est la performance perçue en général dans les entreprises aujourd'hui. Eh ben, c'est toute action mesurable qui bénéficie à l'entreprise. Et donc, on peut distinguer un type de performance, qui est le premier, que vous reconnaissez. Et le deuxième, on a un peu changé le titre. C'est plus de la performance directe contributive aujourd'hui dans les entreprises, cette partie-là, c'est plus ce que nous, on a appelé des comportements sympathiques. C'est agréable. Les gens souriants, ça fait plaisir. Les gens à l'heure, c'est bien. C'est plus un savoir-être pur, mais qui n'a pas d'impact particulier sur la performance de l'entreprise. Et donc, notre conclusion, c'est de se dire que ça, tu peux mettre le suivant, c'est une partie des erreurs que font les entreprises. Parce qu'effectivement, cette deuxième partie, elle est peut-être indirecte, mais elle est contributive. Alors, comme elle est indirecte, elle n'est pas contributive sur un point particulier. En fait, elle s'essaime, je dirais, dans une performance globale. Et donc, on a pris quelques exemples. Finalement, vous avez une bonne ambiance dans l'entreprise. C'est quoi l'impact? Peut-être moins d'arrêts maladie, moins de démissions, moins de conflits stériles. Or, aujourd'hui, on l'a vu, un turnover important, c'est une catastrophe pour les entreprises. Elles ont du mal à recruter parce que les gens, finalement, ils privilégient aussi une qualité de vie. Donc, si, quelqu'un qui est agréable et met une bonne ambiance, si, il contribue à la performance de l'entreprise. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Les gens qui sont ponctuels ou proactifs, si, ils vont contribuer à la productivité d'une entreprise. Quelqu'un qui est toujours en retard, ça décale tout le monde. Donc, globalement, vous faites la charge de travail annuelle divisée par le temps de retard. Si, il y a un gain pour l'entreprise. Tous les gens qui vont être apporteurs d'idées d'innovation, bien sûr qu'ils bénéficient à l'entreprise, ils bénéficient à sa compétitivité, parce qu'ils vont fluidifier un process, ils vont accélérer une tâche, et donc l'entreprise en bénéficie. Malheureusement, aujourd'hui,
ce n'est pas vu comme des éléments contributeurs à la performance. Et nous, ce qu'on préconise, c'est que ce soit réellement vu par les entreprises comme un élément contributeur à la performance. Pourquoi? Parce qu'Antoine le disait, les gens, ils ont besoin de sens dans leur travail et dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont dans la journée. Ils ont besoin de se sentir utiles. Donc, le fait d'être à l'heure, si c'est juste sympathique, c'est moins gratifiant. Et donc, globalement, toute valorisation de ces éléments-là sur un axe de performance et pas sur un axe de sympathie a plus de chances de pérenniser, voire d'accentuer ce comportement de la personne dans l'entreprise et d'essaimer au niveau des autres. Voilà. Donc, c'était une première réflexion sur, parce qu'on va parler de valorisation de la performance. Pour nous, la performance aujourd'hui, c'est vraiment deux axes. Notre constat, c'est qu'il y en a un qui est bien matérialisé parce qu'il est très rationnel, très mesurable, très KPI. Il y en a un deuxième qui est beaucoup moins pris en compte parce qu'il est plus difficilement mesurable. J'ai vu que quelqu'un va parler comment mesurer la performance. Celui-là, il est plus difficilement mesurable. Donc, comment trouver un système pour le mesurer et donc pour le valoriser? C'est un peu plus complexe et puis ça peut dépendre de chaque entreprise. Donc, je n'irai pas plus loin dans le détail. Mais voilà, c'est une première réflexion qu'on vous soumet sur qu'est-ce que c'est la performance pour nous. Alors, on va vous parler justement pour pouvoir travailler sur cette performance, quelles sont les choses sur lesquelles on va devoir agir. L'expérience, que ce soit dans le monde industriel, dans le monde des services, dans tout un tas d'activités, fait qu'on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. C'est que globalement, on fait peut-être pas assez confiance pour améliorer et valoriser cette performance à ce qui se passe sur le terrain. Globalement, dans l'entreprise, l'expérience nous montre que 80% des problèmes sont connus, mais 80% des solutions aussi, sauf qu'ils ne sont pas mis en œuvre sur le terrain. Ils ne sont pas mis en œuvre pour tout un tas de choses, à savoir, à quoi bon changer, on a toujours fait comme ça, ou c'est, une machine qui ne redémarre pas, bah oui, mais faut aller voir Michel, c'est lui qui sait. Ça, on le vit tous les jours. Donc, globalement, on connaît les choses, on connaît les problèmes, on connaît les solutions, mais on ne sait pas forcément les mettre en œuvre. On n'est pas accompagné pour les mettre en œuvre. Donc ça, c'est un des premiers points. Ensuite, les choses à lever pour pouvoir aussi travailler sur cette performance, c'est tout ce qui va être le pourquoi, la raison d'être de ma mission. On arrive dans beaucoup d'entreprises où on se rend compte que les rôles et missions, même si elles peuvent être écrites ou formalisées, ne sont pas forcément comprises, ne sont pas forcément communiquées. Et de fait, au bout d'un moment, on perd un peu, je dirais, le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que je fais des choses, mais je ne sais pas pourquoi je les fais. Et on parlait tout à l'heure de désengagement ou de présentéisme, c'est-à-dire qu'on vient au boulot, mais sans réellement un objectif par rapport à ce boulot, si ce n'est faire sa journée. Voilà. Et puis, surtout, il faut pouvoir se projeter dans une entreprise. Et les compétences, on se rend compte qu'elles sont figées. On peut interroger les gens, on dit et vous voyez comment demain? Et bon, il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas vraiment de motivation par rapport à ça. Et ça, c'est un problème qui va être directement lié à la motivation de la personne pour effectuer son boulot et pour participer à la performance collective de l'entreprise. Et puis, c'est réussir à amener en fait les gens à travailler sur des choses, alors que quelque part, je dirais l'espoir, mais c'est l'espoir n'y est plus. On n'y croyait plus. Donc, il faut repartir sur la théorie des petits pas et montrer petit à petit que ça marche. Voilà. Donc ça, ce sont les challenges que nous, on considère qui doivent être levés. Et de par l'expérience qu'on a pu avoir sur les entreprises, qui peuvent être levés justement pour pouvoir aller vers l'amélioration de la performance en valorisant les équipes, en les impliquant, et voilà, tous ces éléments. Donc pour ça, il faut passer sur le changement en permanence. Pourquoi le changement en permanence? Parce qu'une entreprise, pour qu'elle vive, elle doit évoluer, elle doit être en mouvement. S'il n'y a pas de changement, c'est que vous stagnez. Une entreprise qui est innovante, une entreprise qui est toujours moteur, qui va être rompue au projet de changement, beaucoup plus dynamique, va emmener ses effectifs parce que globalement, ils se sont poussés par une force qui va de l'avant. Alors,
Nous, on disait, on définissait le changement, voilà. C'est la façon que va avoir l'entreprise de mobiliser ses ressources, mais la bonne personne au bon endroit, et puis pour pouvoir accomplir en fait les objectifs qu'elle s'est donnés. Il y a la performance, c'est quoi? C'est une équation, comme je l'ai écrit, comme on le définit, à 5 variables. C'est la compétence, la bonne personne au bon endroit, la motivation, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je viens, et j'ai des objectifs, j'ai une vision sur ce vers quoi je vais. Les moyens, c'est-à-dire que faut savoir aussi, l'entreprise doit savoir investir, que ce soit dans des moyens techniques, des moyens humains. On ne peut pas laisser les gens livrer à eux-mêmes. Donc, si on veut œuvrer pour la performance de l'entreprise, il va être nécessaire à un moment quand même d'y mettre les moyens. Et puis l'état d'esprit. C'est ce que je disais, une entreprise qui innove, une entreprise qui est toujours poussée vers l'avant, c'est un élément beaucoup plus moteur pour l'ensemble de ses équipes. J'ai coutume de dire qu'il est de toute façon beaucoup plus facile d'infléchir, de faire changer de direction quelque chose qui est déjà en mouvement que quelque chose qui est fixe. Derrière, bon, il faut savoir aussi reconnaître quand il y a des erreurs, mais il vaut mieux faire une erreur en faisant des choses que de ne rien faire et du coup stagner. Einstein disait ça, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. De fait, on a toujours fait comme ça. Pourquoi changer? Fait que globalement, la performance, elle stagne. On ne valorise pas nos équipes et on leur demande de faire quelque chose qui est répétitif, qui, au bout d'un moment, va nuire à la motivation et à l'implication qu'ils vont avoir dans le poste. De la même façon, il y a un petit schéma qui est assez intéressant, c'est on est pris par le quotidien. On est pris par le quotidien et on oublie de temps en temps de prendre un peu de hauteur. Et de hauteur. Prendre de la hauteur, c'est donner à chacun la possibilité de réfléchir sur ce qui peut être amélioré. Et c'est en ça que, globalement, on va pouvoir réussir à améliorer la performance en valorisant la performance des équipes, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Voilà. On peut passer sur quelques exemples, des exemples dans l'industrie, en l'occurrence, où tout à l'heure, Franck parlait du tabou de la performance. De fait, beaucoup dans l'industrie, dans les entreprises, disent « Oh là là, je vais faire mon boulot et puis c'est pas la peine d'aller chercher plus. De toute façon, qu'est-ce que ça va m'apporter? What's in for me, quoi. » Et globalement, on se rend compte que si on brise ce tabou-là, qu'on implique les gens, on va aller chercher justement, et ils vont prendre du plaisir à essayer d'aller améliorer les résultats, à aller améliorer la façon de faire son travail. Donc là, je vais repartir sur un exemple que j'ai pu avoir moi, dans l'industrie, en l'occurrence dans l'industrie aéronautique, où on est arrivé dans un contexte où les gens sont sur le terrain et on est typiquement dans le cas du présentéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité sur ce qu'on fait et on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait. On ne s'approprie pas ni les résultats de l'entreprise, ni ses problèmes. Et globalement, voilà, on vient faire son poste. Donc, désengagement total sur ces missions, parce que ces missions, on ne les connaît pas forcément, ou on ne les a pas comprises. Désengagement total sur le niveau de résultat, sur des délais qui peuvent être donnés, qui sont annoncés, et oui, ok, bon, c'est une hypothèse, on verra si on y arrive. Et puis, au bout d'un moment, des managers qui, par rapport à ça, n'osent plus aller sur le terrain parce qu'ils ne savent plus quoi dire à leurs équipes. Et puis, il y a une reconnaissance essentiellement de leurs compétences techniques, mais pas forcément de leur côté managérial et de l'animation de tout ce qui va être performance. Il y a la gestion de l'activité, gestion des hommes, mais il y a la gestion de la performance aussi. Donc, l'objectif de cet accompagnement, c'était de réinstaurer justement une dynamique de progrès, mais par l'implication de chacun. Et quand je dis l'implication de chacun, c'est l'ensemble de la chaîne et de la pyramide managériale, mais également, ce que je disais tout à l'heure, c'était les solutions, elles sont connues sur le terrain. Tout le monde
systématiquement, on nous dit, mais on l'a déjà dit 50 fois, quoi. Voilà. Mais ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut le faire comme ça, et on l'a dit 50 fois. Mais sauf que ce n'est pas structuré, ce n'est pas formalisé, ce n'est pas encadré, moralité, ce n'est pas accompagné, pas mis en œuvre. Voilà. Donc ça, c'était le contexte. L'objectif, ben voilà, remettre ça en route et puis impliquer tout le monde avec vraiment une logique d'amélioration continue. On va passer sur le suivant. J'ai Guillaume aussi dans le chat qui dit « tout changer pour que rien ne change ». Tout changer pour que rien ne change. Tout changer pour améliorer les choses. Mais effectivement, le changement est nécessaire. C'est toute la différence quand on intervient dans des entreprises. Il y a des entreprises qui sont effectivement, on se rend compte qu'elles sont rompues au fonctionnement en mode projet. Et il est beaucoup plus facile de faire évoluer les choses dans ces cas-là que chez des gens qui sont ancrés dans leur certitude et qui, quelque part, pas forcément des entreprises en difficulté, mais qui sont sur un piédestal. C'est-à-dire, pourquoi changer? On va bien. On va bien. Sauf qu'à un moment, la vie va vite actuellement et le changement est quelque chose d'absolument nécessaire. Voilà. Donc, j'ai une autre remarque que je te laisse Au lieu de gérer un salarié à partir d'objectifs de son poste, il faut être à même de le sensibiliser à l'impact et à la réalisation de ses objectifs. Tout à fait. C'est le pourquoi je fais ça, la raison d'être de mon poste. D'où la définition aussi, et c'est clairement ce qu'on avait fait dans ce cadre-là, de dire, ben voilà, mon poste, c'est ça, mon poste, il a une mission. Pour effectuer cette mission, j'ai une responsabilité, et par rapport à ces responsabilités, j'ai un certain nombre d'activités. Et à partir de ce moment-là, c'est structuré, c'est formalisé, et c'est expliqué. Et il faut que ce soit absolument compris. De la même façon, dans un cadre, dans l'industrie en l'occurrence, dans une grosse industrie telle que l'industrie aéronautique, mais j'ai le même exemple avec les transports, j'ai le même exemple avec l'industrie de luxe, c'est si on veut améliorer une performance, qu'elle soit individuelle, enfin collective ou individuelle, c'est-à-dire chacun à son poste, il est nécessaire à un moment de mettre en place des mécanismes de coordination et de communication qui soient structurés, qui soient efficaces et qui fassent que tout le monde puisse participer, c'est-à-dire que pas uniquement de la communication descendante, mais également de la communication montante. Donc, méthode et moyens, c'est formaliser. Formaliser des rôles et responsabilités, je l'ai dit. Ritualiser un certain nombre de choses. Là, en l'occurrence, on parlait d'amélioration continue sur le terrain. Donc, vous avez reconnu, hein, l'entreprise aéronautique, c'est Airbus. On parlait d'amélioration continue sur le terrain, c'est donc l'implication de tous. Donc, structurer des routines, que ce soit des routines managériales, mais des routines qui impliquent également l'ensemble des opérateurs, des compagnons qui vont être dans l'atelier, qui va leur permettre de faire remonter un certain nombre d'éléments. L'exemple type, c'est ce que je disais, c'est voilà, une machine qui ne redémarre pas après un changement d'outil. Et puis, on dit, ben, ouais, mais il faut aller voir Michel, c'est Michel qui sait. Et on va voir Michel. Michel, on lui dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne formalise pas quelque chose Ah ben, parce qu'on ne me l'a jamais demandé, moi, je viens et je fais. Voilà. C'est typiquement ce genre de choses qui fait qu'à partir du moment où vous formalisez, vous ritualisez les choses, eh bien, vous allez pouvoir faire participer cette personne et puis surtout dupliquer cette compétence. Voilà. Et puis, bah, très très vite, on se rend compte que les gens se prennent au jeu. Se prennent au jeu et disent, tiens, bah, aujourd'hui, on avait 10 mouvements de presse. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 13 mouvements de presse jour. Et puis, bah, finalement, on y est. Ah tiens, je suis sûr qu'en bougeant cette partie-là, on va pouvoir réussir à aller à 14. Et c'est comme ça que vous allez impliquer les gens et les gens se prennent au jeu de cette performance. Alors qu'au départ, c'est quelque chose, ils ne se sentent même pas concernés. C'est les résultats de la direction. Voilà. Mais au bout d'un moment, les impliquer, les faire participer, c'est une façon d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Alors, sur la façon dont on a mis cette chose-là en place chez Airbus en l'occurrence, mais j'ai d'autres exemples dans le textile. De la même façon, je vais parler de l'exemple tout de suite de l'implication petit à petit sur le faire mieux.
on a retrouvé derrière le retour des différents acteurs, c'était celui-là. Meilleure cohésion, meilleur support, amélioration de tout un tas de choses. Globalement, la performance était au rendez-vous. Il y a eu des diminutions, des gains substantiels sur la fabrication des coûts-pièces, un meilleur respect des délais. L'intérêt pour l'entreprise a été reconnu de fait, et puis pour nous aussi, puisque d'un site pilote qui a été effectué, l'ensemble des usines Airbus sont passées à la moulinette sur ce qu'un projet qui a été appelé en fait la mise en place d'un kit de management de proximité. Mais comme quoi, c'est possible de faire évoluer quelque chose qui, pourtant, n'était pas forcément facile à faire bouger, dans le sens où fleuron de la technologie européenne, ancré sur des certitudes, mais en attendant, voilà, les gens pas forcément plus impliqués que ça dans leur quotidien, et subitement, retrouver un attrait à ce qu'on fait au jour le jour, et savoir pourquoi on le fait surtout. Voilà. Ça, c'est le retour expérience Airbus, mais bon, ce genre d'expérience est vrai également sur tout un tas d'autres entreprises industrielles. Moi, je suis plus axé sur la partie industrielle. Merci Christophe. Alors, la deuxième bonne pratique, selon nous, hein, c'est effectivement de créer une culture de croyance que tout est possible. Vas-y. Voilà. Alors, on a mis différence entre culture américaine et française. Okay. C'est volontairement un peu provocateur, mais c'est vrai que on n'a pas envie de tout leur prendre aux Américains, mais ce côté de on peut arriver à tout, c'est quand même très ancré dans leur manière de fonctionner. C'est quand même plutôt agréable pour le nombre d'entreprises et de startups qu'ils ont. Et ils se donnent beaucoup moins de limites que nous. Hein. Je pense que, comme dirait Antoine, malheureusement, notre système, soit culturel, soit éducatif, nous met un peu plus, je dirais, la corde sur le piquet, même si on est des éléphants. Et comme on le disait, c'est effectivement plus gratifiant d'être fier et de reconnaître des réussites que de soutenir l'échec de ses collaborateurs, hein, effectivement. Donc nous, on sera plutôt sur cet axe-là. Et pour ce faire-là, il y a quand même deux éléments qu'on doit savoir mettre en œuvre. Le premier, c'est lever ses freins limitants. Et la deuxième chose, c'est au-delà de lever les freins, c'est quand même donner la possibilité de créer quelque chose plutôt que d'appliquer l'existant. Voilà. Et on se projette sur quelque chose qui est un peu différent et qui est presque un peu inconnu, mais l'inconnu peut être sympa aussi, il n'est pas toujours flippant. Pour prendre un parti pris différent de ce qu'a fait Christophe, qui est de dire qu'est-ce qui est bien d'appliquer, en fait, on va faire l'antinomie, c'est quel est le risque de ne pas le faire. Et donc là, je vais vous raconter rapidement, en fait, une histoire triste, malheureusement. C'est l'histoire qu'on a vécue avec un de nos clients, qui est un groupe qui a plusieurs structures, et dont on travaille avec certaines structures, et qui un jour nous a dit j'en ai quand même une qui marche pas très fort, elle est déficitaire depuis plusieurs années, je comprends pas ce qui se passe, j'ai remplacé la direction par un nouveau DG, ça fait quelques mois qu'il est là, je sais pas ce qu'il a besoin, mais bon, si vous voulez, vous pouvez aller lui demander. Ok, donc on prend l'information, on sait en off, parce qu'on connaît le groupe, que le nouveau PDG a présenté un business plan qui a priori a été catastrophique par la PDG, donc on se dit oula, l'ambiance va pas être top. On fait donc une réunion avec ce DG et sa DRH qui est aussi nouvellement nommée, et l'entretien est un peu lunaire, c'est-à-dire que c'est déprimant. En fait, il nous explique que rien ne va, ses collaborateurs s'en vont, ils sont contre lui, la patronne ne lui fait pas confiance, qu'en fait, bon, il est tout seul et que bon, on pourra. Je vais essayer de faire ce que je peux pour sauver, mais avec un discours qui est quand même très, très, très négatif et émotionnel. Ils se retrouvent tout seuls parce que finalement, plus personne ne se sent valorisé. Donc, ils ont tous lâché la main en disant « Ok, tu veux faire tout seul, donc très bien, tu ne veux pas utiliser l'intelligence du terrain comme disait Christophe, très bien, ok. » Donc, il y a une espèce de quiet quitting en fait, qui se fait dans l'entreprise. Donc, nous,
on connaît un peu cette problématique. Donc, en fait, on lui dit il faut absolument que tu remettes les choses à plat pour revenir sur des choses un peu rationnelles. Donc, il faut que tu fasses effectivement un audit organisationnel des forces, faiblesses de tes produits, de ton marché, que tu crées une task force parce qu'il faut que tu réembarques tes équipes. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu vas te tuer à la tâche. Et aussi, il faut aussi que tu crées une possibilité à ta hiérarchie. Parce que si tu as une croyance limitante, ça va déteindre sur ta hiérarchie. Donc, effectivement, on fait cette démarche avec eux, on les accompagne sur plusieurs réunions. Le PDG est plutôt en phase avec la démarche, le DG est plutôt en phase avec la démarche, mais en fait, il n'est plus dans la partie « c'est possible ». Il dit « je suis trop sur le court terme, j'ai 3 têtes dans le guidon, on verra dans un an ». Donc, pour l'instant, je pense que rien n'est possible en ce moment. Voilà. Malheureusement, la fin de l'histoire, elle était un peu prévisible. Hein, c'est qu'effectivement, sans aucune perspective, avec des salariés qui ne se sentaient plus impliqués dans l'entreprise, parce qu'ils ne se sentaient plus capables de réussir, bon, bah, la direction du groupe a pris finalement la direction, la décision la plus draconienne. Hein, voilà, donc l'entreprise a été malheureusement découpée et réintégrée dans les autres structures. Et effectivement, l'analyse qu'on peut faire de cette situation, c'est que les salariés ne se sentant pas valorisés dans la capacité de l'entreprise de s'en sortir, ils ont un peu démissionné en termes de motivation. La hiérarchie ne sentant pas une possibilité que oui, on va s'en sortir, elle a aussi démissionné dans son soutien à sa structure. Et le dirigeant n'a pas réussi à se projeter sur des possibilités sur lesquelles les gens pouvaient se reconnaître et avoir envie d'aller. Donc, cette bonne pratique non mise en œuvre, voilà le constat. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir la troisième bonne pratique, et là je vais faire la transition, c'est que c'est bien de donner des possibilités sur lesquelles les gens se projettent, hein, notamment sur le moyen terme. Par contre, il y a aussi un côté pragmatique. Il faut quand même savoir éclairer les premières marches pour que les gens commencent à sentir que c'est possible. Donc là, on va passer sur la troisième bonne pratique qu'on souhaiterait vous soumettre. Non, une bonne pratique, c'est éclairer les premières marches, c'est éclairer les possibilités. Hein, c'est dans le sens, quand on cherche à aider et soutenir une entreprise et rebasculer finalement un projet dans un espace dans lequel il a le contexte, les ressources pour pouvoir réussir. On va en parler, on va le structurer, on va l'organiser, mais c'est important aussi que les gens commencent à être en action. Quand on parle de valorisation, c'est-à-dire que c'est pas, je dis ça parce qu'on a une autre demande d'une réorganisation, d'une fusion qui est là, qui est censée être annoncée, qui est annoncée et qui est là depuis, censée être exécutée depuis 1 an, mais finalement, il n'engage pas les premières actions. C'est-à-dire que parfois, on voit l'éléphant qui est trop gros, et donc du coup, on ne sait pas par où commencer. Et une des premières choses pour faire en sorte de valoriser ce qui se passe dans une équipe, c'est de faire en sorte de les aider à passer à l'action sur des premiers pas qui sont les plus faciles et commencer à engager l'action. Donc c'est là où on a pris l'image de monter les marches de l'escalier une à une, dans le sens où on peut voir un énorme escalier. La première chose, c'est de faire, si on regarde toutes les marches qu'on a à monter quand on monte la muraille de Chine, on se dit c'est infini, on ne va jamais y arriver. Donc le premier sujet, c'est de regarder, de mettre la vision sur les 2-3 premières marches et de commencer à mettre le premier pas, le deuxième, regarder, être content et justement voir que c'est possible, et à ce moment-là d'engager la suite. Donc c'est là où c'est important de trouver des quick wins et de reconnaître et de communiquer sur ces quick wins rapidement, qui fait que ça va valoriser encore les marches d'après. Et donc quand on parle de leadership, à un moment, le leader, c'est celui justement qui va réussir à engager ces petits pas et faire en sorte de montrer aux gens que la next step est possible et de valoriser ces premières actions. Alors, on a pris un autre exemple, je vais faire rapidement parce que je vois l'heure aussi qui passe. C'est un exemple de ce qu'on a réalisé pour le groupe La Poste, où justement on avait le sujet, c'était de transformer tous les espaces de bureau pour les pros, et que les clients ne voyaient pas finalement, ils rentraient dans les nouveaux
bureau de poste et il ne voyait pas forcément la différence. En tout cas, il ne la valorisait pas, il ne la reconnaissait pas et il ne voyait pas de changement réel. Donc, c'est là où on a commencé à intervenir pour régénérer à la fois les pratiques commerciales et les pratiques managériales pour faire en sorte de donner de la valeur à l'expérience client et faire en sorte que, du coup, les résultats par la suite arrivent. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un changement de cadre qui va faire la différence. Il faut aussi changer à la fois les pratiques, la culture et faire en sorte que ça arrive. Et comment est-ce qu'on a fait pour faire ça? Parce qu'en fait, au départ, c'était impossible pour eux. C'est qu'on a commencé à sélectionner une dizaine de sites et on leur a montré en détachant des consultants et des coachs que, en fait, en générant une autre façon d'être en relation avec les clients, une autre façon de manager, en reconnaissant les petits efforts et notamment les tout petits changements que faisaient les postiers ou les managers dans les centres, dans les bureaux de poste, en fait, on commençait à insuffler cette dynamique. Et les résultats ont été probants. Il y a eu plus de 24% de chiffre d'affaires en plus. Et donc, sur cette première expérimentation pilote, on a su, ensuite, on a été mandaté pour en faire une deuxième à plus grande échelle sur l'ensemble des sites. Mais cette fois-ci, on a un accompagnement les managers qui redescendaient, en fait, la méthodologie. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, pour valoriser, si on cherche à valoriser quelque chose de trop large, de trop grand, à un moment donné, on va se casser la figure. Il faut valoriser le bon endroit, trouver un endroit où les gens, c'est pour eux, les mettre en action et valoriser et faire reconnaître les efforts. Alors, je ne vais pas aller dans le détail parce que je vois qu'il est midi 15 et qu'il faut qu'on rende l'antenne. Il y a un autre webinaire qui va à midi 30. Donc, ok, maintenant qu'on est là et qu'on a vu tous ces éléments-là, ces bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle maintenant? Alors, c'est là où, en général, on dit qu'il y a un choix à faire. Vous avez pris de l'information, il y a des choses que vous avez découvertes, d'autres, ça a permis de rappeler des bonnes pratiques. Pour certains, il y en a qui disent, j'ai fait déjà une partie, il y a peut-être une autre partie qu'il faut que je fasse. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choix. Le premier choix, c'est vous implémentez rien, vous dites que c'est une bonne acculturation, que ce sera suffisant, ça se matérialisera. On a eu quelques personnes en amont avec lesquelles on a échangé. C'est globalement dire, OK, voilà, j'ai eu de l'information, maintenant, voilà, je vais regarder ce que je peux en faire. Et c'est justement là où se joue la valorisation. C'est qu'un savoir, ce n'est pas le pouvoir. Connaître quelque chose, et on vous le voyez aussi dans vos équipes sans doute, c'est qu'il y a des gens qui savent des choses, mais ce n'est pas parce qu'ils les savent qu'ils les mettent en œuvre. Dans les équipes de vente, ils connaissent les techniques de vente, mais ils sont capables de parler du traitement de l'objection, mais ils ne sont pas capables de l'utiliser. Et la valorisation, elle se joue pile poil dans ce moment-là, entre la connaissance que je fais appliquer sur le terrain par des petits pas. Deuxième option, vous essayez de le faire seul, et c'est une bonne chose. Il y a plein de gens qui, du coup, veulent tester, mettre ces premières choses en pratique. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'en général, le choix numéro 3, c'est de se faire accompagner, de se faire aider. Voilà, on est des spécialistes, nous, de la valorisation justement des ressources qui sont déjà dans l'entreprise pour faire en sorte que les gens passent à l'action et se mettent en action. Et ce qu'on a vu, c'est que la majorité des projets qui réussissent, et donc des personnes qui réussissent, qui portent ces projets, c'est qu'ils se font accompagner. Alors, ils ne sont pas accompagnés forcément pour mettre en œuvre à leur place, mais ils se font accompagner déjà pour avoir de la clarté, c'est-à-dire une situation claire, et c'est ce qu'on propose. De la certitude, parce qu'on a déjà eu ce genre de sujet, et donc du coup, on est capable de vous amener et de dire, OK, c'est comme ça qu'il faut faire, et surtout, du coup, ça vous fait gagner du temps, parce qu'à la fois, vous avez une vision claire, et vous avez un plan, soit vous exécutez tout seul, soit sur lequel on vous accompagne. Et donc, voilà, ce qu'on vous invite à faire, pour ceux qui sont intéressés, c'est de prendre rendez-vous avec nous. Vous avez toujours le lien au-dessus. On éclairera votre problématique, votre sujet, on vous donnera des tips. Si vous voulez continuer après avec nous, vous serez libre, bien sûr, de le faire. Et si vous voulez s'arrêter là, on vous offrera rapidement nos conseils et vous pourrez décider par vous-même de les mettre en pratique. Et je vous invite à le faire. C'est quelque chose qu'on offre à la suite du webinaire. Ça va vous faire gagner du temps et de la clarté. Peut-être, oui, voilà, question-réponse ou finalement, pour ceux qui sont tenus par le temps, un petit commentaire, un petit mot par rapport à cet échange qu'on a eu. Ah oui. Alors déjà, on a bravo pour cette présentation, merci. Ensuite, François, pour abonder dans le sens de la présentation.
La performance crée de la valeur produit-service pour les clients et économique pour l'entreprise. La valeur sociétale est également de plus en plus reconnue par toutes les parties prenantes, dont les salariés qui ont besoin de donner du sens à leur travail avec une vision et des objectifs d'entreprise ambitieux, sans les croyances limitantes évoquées et déclinées de façon accessible à leur niveau. Les premiers pas évoqués, la méthode OKR peut être intéressante de ce point de vue avec une mise en place par des consultants. Ok. Ensuite, on a Bernard qui dit merci, instructif, mais pas forcément adapté pour moi. Ok. Merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir été jusqu'au bout. Merci. Vous voulez commenter peut-être encore ou pas? On attend encore s'il y a une ou deux questions peut-être. Quelqu'un qui écrit. Okay. C'est quoi les questions qui se posent en général? On peut aussi regarder. Hein. Il y a eu un des participants, alors je ne sais pas s'il est toujours là, mais effectivement, il avait posé une question ce matin. Alors, on a essayé de transformer la question, mais la question posée comme ça, c'est vrai qu'elle était intéressante. Il a dit, alors, vous me proposez de valoriser la performance, mais moi, avec mes équipes, je suis plus embêté. Donc, comment je fais pour valoriser la non-performance? Ah oui. C'est un autre problème. Mais voilà, on a creusé son cas particulier parce que finalement, la question, elle est un peu brute. En creusant, on voit qu'il y a d'autres éléments. Donc, mais effectivement, valoriser la non-performance, c'est une question qu'on peut se poser. L'idée, c'est quel est le paradigme qu'on prend pour résoudre cette problématique. Voilà, en tout cas, sachez, comme disait Antoine, hein, n'hésitez pas si vous voulez des éclairages complémentaires ou juste notre avis sur un sujet. On n'est pas méchant, on ne mord pas et on vous recevra avec plaisir. Ça marche. Eh bien, écoutez, on va clôturer du coup. Eh ben, on va clôturer parce que de toute façon, je crois qu'il y a un autre. Le créneau est pris à partir de 12h30. Un grand merci Christophe, un grand merci Franck, merci à tous les participants d'avoir été présents, merci pour les échanges, vos retours et à bientôt pour une prochaine conférence. Merci beaucoup.